Voilà, bonjour à tout le monde. Je crois qu'on est en direct. Oui, ça s'affiche. Alors, bienvenue à vous tous sur Elle et lui TV. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission en direct. Je crois que la dernière remonte au mois dernier. Et la dernière fois, l'émission était sur le thème. C'était quelque chose avec la différence. Je ne me rappelle plus du titre exact. Changer de regard sur la différence. Voilà. Et c'est parfait parce que l'émission d'aujourd'hui est dans la droite ligne de l'émission du mois dernier, puisqu'on va à nouveau parler des différences avec Rémi Ball, avec qui on vous a préparé une émission sur le thème Vivre sans étiquette. Bonjour Rémi, et merci d'être avec nous en direct aujourd'hui sur Elle et lui. Bonjour Sylvie, bonjour chers internautes spectateurs. Je suis content d'être ici. Effectivement, comme le dit Sylvie, on a préparé entre guillemets une émission sur les étiquettes, les jugements, les croyances, notre mode de fonctionnement vis-à-vis des catégories et comment ça fonctionne. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop comment je pourrais introduire ça. Ce que je peux dire, moi, c'est que ça entre en fait dans une ligne d'émission qui, comme je l'avais annoncé, vont se développer sur Elle et lui. Donc, il y a eu cette première émission, Changer de regard sur la différence. Toi, tu es arrivé à point nommé avec ton émission Vivre sans étiquette. Et puis, c'est vraiment une tendance qui va se développer sur la chaîne puisqu'il y a plein d'autres émissions en préparation autour du handicap, par exemple, autour de maladies ou de fragilités qui sont mal connues. Et alors, pour lever aussi toute ambiguïté, c'est totalement un hasard si l'émission d'aujourd'hui tombe le jour des élections présidentielles en France. Moi, je vis au Luxembourg, Rémi vit en Belgique. Donc on est assez indirectement concernés tous les deux par tout ça. Mais finalement, quand on s'en est rendu compte, on s'est dit que c'était complètement dans le sujet, puisque justement au moment de ces élections, on a toutes ces étiquettes de partis politiques, de cases, de petites boîtes de rangement où on essaye de ranger les gens. Et c'était vraiment cette thématique-là qu'on voulait aborder aujourd'hui parce qu'elle nous semble un petit peu dépassée. Le règne des boîtes à chaussures nous semble révolu tous les deux. Et je trouvais vraiment bien que Rémi arrive avec l'idée de faire tomber quelques murs. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ce dont le monde d'aujourd'hui et de demain a besoin. Voilà, donc je te rends la parole, Rémi, je te laisse démarrer comme tu veux. Et si tu as besoin que je te pose une question ou que tu vois pas comment y aller, tu peux Ok. et on trouvera quelque chose. Très bien. Moi, ce que j'ai envie de parler, c'est effectivement de la liberté de vivre sans étiquette et un peu peut-être comment je suis parvenu à appréhender ça et à le vivre personnellement. Et peut-être pour commencer, parce que j'ai une amie qui m'avait demandé finalement, c'est quoi des étiquettes? Je vais définir un peu ce que c'est-à-dire mettre une étiquette à l'étiquette. Voilà, parce Donc, qu'effectivement, en préparant l'émission, on s'est rendu compte que l'étiquette, ça renvoyait déjà pas à la même chose pour tout le monde. Ça peut être l'étiquette qu'on colle sur les cahiers d'enfants, ça peut être l'étiquette du prix des marchandises, il y a l'étiquette sociale. Donc déjà, derrière ce mot étiquette, il y a plein de connotations. Et Rémi s'était dit, ce serait bien que je commence peut-être par définir ce que j'entends par cette notion d'étiquette. voilà. Donc, l'étiquette, à la base, c'est un bout de papier qu'on colle sur un contenant pour indiquer son contenu. Donc, par extension, c'est devenu une forme de catégorie dans la place dans laquelle on place un objet, un individu, une idée, une attitude. Et ça peut être aussi une forme de jugement, c'est-à-dire une étiquette peut non seulement avoir, disons, une indication sur ce que c'est factuellement, mais aussi un jugement moral. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien ou mal d'un point de vue extérieur à moi ou pour moi? Parce qu'on peut aussi voir les choses de son propre point de vue et ne pas se fier à une étiquette fixée par l'extérieur. Donc là, je pense qu'on a donné une petite définition de l'étiquette qui permet d'un peu recentrer, enfin en tout cas de voir de quoi on parle. Et puis maintenant, ce que j'aimerais bien parler, c'est quels sont les avantages des étiquettes. Parce que le thème, c'est vivre sans étiquette.
Mais ça sous-entend aussi qu'à un moment, on vit avec des étiquettes. Et d'une certaine manière, qu'on a été éduqué à vivre avec des étiquettes, des catégories, des jugements, et que c'est notre façon de fonctionner acquise dans notre enfance. Et je pense que ça serait assez rare d'avoir des téléspectateurs qui n'ont pas connu un environnement où il n'y a aucun jugement et très peu d'étiquettes, à part les étiquettes dont on a besoin pour communiquer. Voilà, c'est une des questions qu'on s'est posées en préparant l'émission tous les deux. On s'est demandé si finalement on avait gardé ces étiquettes pendant tellement longtemps, même si elles ont évolué bien sûr au cours du temps, si on en avait eu besoin tellement longtemps. Pourquoi? Quel était le sens de mettre des étiquettes sur le monde? À quoi ça sert? À quoi ça nous aide? Et à partir de quel moment, puisqu'on disait que nous on pensait qu'était venu le moment de vivre sans étiquette ou en tout cas avec moins d'étiquettes, et ben ça devient dépassé ou enfermant d'avoir trop d'étiquettes collées sur le dos. Donc, voilà, je te laisse Rémi expliquer pourquoi, dans un premier temps, on s'est dit qu'effectivement les étiquettes étaient nécessaires et dans une certaine mesure l'étaient peut-être encore. Voilà. Donc, d'une certaine façon, moi, je me suis dit aussi, les mots sont des formes d'étiquettes. Quand, pour communiquer, on a besoin de savoir de quoi on parle et d'avoir à peu près une idée de ce que l'autre veut dire quand il parle de table. Si on n'a pas l'étiquette table, bien, on ne sait pas savoir de quoi on parle et on ne sait pas savoir à quoi ça peut servir ou ce sur quoi l'autre veut communiquer. Évidemment, donc, le langage est une suite d'étiquettes avec des définitions qui nous permettent de communiquer plus ou moins facilement. Déjà, là, on voit que pour le langage, ben, chacun peut avoir des définitions différentes et en plus de l'étiquette de la définition factuelle, on va dire, ou aussi factuelle que possible, y ajouter une couche d'émotionnel et de perception, voire de jugement par rapport à sa propre expérience. Donc, progressivement, ces étiquettes qui sont et qui étaient utiles ont gagné un côté, un autre versant, c'est-à-dire de comment on se sent quand ce mot est énoncé ou quand on reçoit de la part de quelqu'un d'autre une étiquette pour laquelle on aime, enfin pour laquelle on ne se sent pas vraiment en joie de recevoir. Il faut dire qu'il y a des étiquettes qui sont pas très sympathiques quand même. C'est pas seulement lié au réceptionneur. Oui, effectivement, mais d'une certaine façon, même si l'étiquette n'est pas très cool à recevoir, c'est notre interprétation, c'est le jugement moral qu'on va mettre sur l'étiquette qu'on reçoit qui va nous faire nous sentir bien ou mal. Donc, c'est aussi un peu ça le sujet de cette conférence, c'est voir comment vivre sans étiquette et comment accueillir les étiquettes que les autres vont nous coller dessus avec un peu moins de ne pas les prendre personnellement, en fait. Sachant que celui qui colle l'étiquette, souvent, comment dire, en dit autant sur le contenu de l'étiquette que celui qui la reçoit. Parce qu'en fait, le fait même qu'il choisisse cette étiquette, ça indique aussi des choses sur lui, sur sa pensée à lui, sur ses valeurs à lui, sur sa façon de penser. Donc, comme tu le disais, il y a la responsabilité de celui qui choisit de coller l'étiquette, qu'elle soit positive ou négative ou neutre. Et il y a aussi, après, le libre choix de celui qui reçoit cette étiquette, de comment il l'interprète et de s'identifier à cette étiquette ou au contraire de la rendre à l'autre en lui disant bah, finalement ça t'appartient, c'est toi qui me colle ça sur le dos, mais ça en dit au moins autant sur toi que sur moi. C'est ta vérité finalement, ou ton interprétation de la vérité. Oui, effectivement. Moi, un truc que je donne de temps en temps, ben, quand les gens me parlent du jugement des autres et du poids que c'est pour eux, bien, c'est de se poser la question, quand je reçois ce jugement, est-ce que ce jugement n'est pas plus valable pour la personne qui me le met en plein dans la figure ou pour moi? Et finalement, de faire la part des choses entre à quel point est-ce que ce jugement
peut contribuer pour moi ou à quel point est-ce que ce jugement est une projection de l'autre qui m'envoie dans la figure parce qu'il ne sait pas lui-même gérer ses propres projections et des parts de lui-même qu'il rejette. Oui, moi je dis toujours qu'on a la liberté en fait on peut pas tellement changer les autres, on peut pas influer ni sur leur façon de penser et souvent même pas non plus beaucoup sur leur façon de faire. Par contre, on peut ne pas laisser entrer dans son champ de pouvoir, dans son intimité. Enfin, je sais pas comment dire. On peut ne pas prendre pour soi des choses blessantes ou agressives ou désagréables qui peuvent être lancées contre nous. Un peu comme si on vous lance un caillou. Vous pouvez rattraper le caillou, vous n'êtes pas obligé de le renvoyer à la personne et de lui faire mal aussi. Vous pouvez simplement l'attraper entre vos mains et décider que vous le posez par terre et que ça vous blesse pas. Pour vous donner un exemple plus concret, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé en Allemagne pendant plusieurs années et en général ça se passait très bien. Et puis donc je travaillais dans une librairie et un jour je suis tombée sur une cliente un peu âgée qui avait dû connaître la guerre et qui m'a envoyé assez brutalement à la tête une remarque très désagréable sur le fait que j'étais une sale française et que je ne devrais pas être là à prendre le travail des Allemands. Donc sur le moment, j'ai trouvé ça assez injuste. D'abord parce que je prenais pas le travail des Allemands, j'étais qu'une saisonnière et je prenais le travail de personne. En plus, elle s'énervait après moi parce que je n'étais pas en mesure de lui donner le livre qu'elle voulait, mais j'étais débutante. Donc, et puis c'était dans une langue qui n'était pas la mienne, donc pour moi c'était pas facile. Et puis donc voilà, sur le moment, j'ai pas trop compris pourquoi elle m'agressait de cette façon. Et après, avec le recul, je me suis dit que c'était sûrement quelqu'un qui avait vécu la guerre, qui du coup avait dû garder une sorte de rancune contre les Français qui étaient les méchants, qui avaient humilié les Allemands, etc. Enfin, qui avait tout un contexte sûrement idéologique et culturel derrière ça, qui faisait qu'elle me jetait justement cette parole laissante à la tête, mais qu'en fait, c'était pas vraiment moi, Sylvie, qui était visée à travers ça, c'était quelque chose qui appartenait à son histoire à elle. Et du moment où j'ai réussi à pas prendre ça pour moi, effectivement, ça m'a aidé à me détacher de ces paroles que je trouvais blessantes et même assez injustes, qui auraient pu m'inciter à répondre avec la même agressivité ou la même violence. Et ça m'a permis de désamorcer cette espèce de petit conflit larvé qui était en train de se lancer justement pour une histoire d'étiquette. Mhm. En fait, ce qui se passe, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à gérer ces projections, ce jeu-là, à le prendre avec un peu plus de recul et à s'observer en fait. Mais finalement, quelle est la part de moi qui reçoit ça avec difficulté? Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je peux pas reculer un petit peu et me regarder qui reçoit ça, regarder l'autre personne qui envoie ça et avoir de la compassion en fait, de la compassion pour moi-même qui me sent blessé et de la compassion pour la personne qui n'a pas les moyens de vivre ce qu'elle veut et qui a une stratégie un peu triste pour calmer son équilibre intérieur, en fait. Oui, des fois c'est juste maladroit. C'est des personnes qui savent pas ou qui n'ont pas les moyens parce qu'on leur a appris d'exprimer autrement un mal-être, une frustration, enfin quelque chose qui est resté comme une blessure dans leur histoire. Et ça, moi, je me rends compte vraiment quand l'interlocuteur il vient appuyer sur mes propres blessures. Autant c'est facile de faire la part des choses et de prendre de la distance et de pas réagir. Comment dire, de pas surréagir, de pas être dans une émotion disproportionnée quand j'identifie la blessure de l'autre, mais que ça vient pas appuyer sur la mienne. Autant quand on est comment dire, quand ça appuie sur quelque chose qui est encore à vif chez nous. D'un côté, c'est une aide parce que ça met le doigt justement sur quelque chose qui est pas guéri et ça nous invite à aller voir ce qu'il y a là derrière et ce qui se cache et ce qui est difficile et ce qui demande à être apaisé. Et en même temps, c'est très difficile de pas basculer dans cette espèce de réaction épidermique ou presque automatique en fait, parce que c'est comme un sillon dans une ornière. Voilà, c'est ça l'image que je cherche, une ornière dans laquelle on retombe tout le temps, justement parce que c'est pas guéri et que ça cherche à l'être. Et là, moi, ça me surprend encore dans certaines situations de voir
Comment j'arrive pas? J'arrive pas à avoir cette maîtrise émotionnelle parce que l'autre va aller me chercher sur un terrain où je suis trop sensible et où je le reconnais. Honnêtement, j'ai pas aujourd'hui les moyens de rester sereine. Mais ça, effectivement, et c'est pour ça que les outils de communication vont faire partie un peu de la thématique de cette conférence sur les étiquettes. C'est savoir communiquer et puis savoir s'accueillir dans ses limites, c'est-à-dire à un instant donné, il y a des choses que j'arrive pas à faire et que j'arrive pas à supporter, et c'est OK parce que je veux me traiter avec bienveillance, et ça inclut aussi de pas pouvoir y arriver à tous les coups et de m'accepter autant que possible comme je suis pour le moment. Donc, s'accepter, voilà, ça va permettre de revenir peut-être un peu sur les jugements. C'est une bonne façon de résister aux étiquettes que les autres vont poser sur soi. Et d'accepter les trucs qu'on n'arrive pas encore à accepter aussi. C'est-à-dire que oui, on est ce qu'on est à un moment donné, et si on veut se traiter avec bienveillance, bien, c'est accepter comment on réagit pour le moment. Alors, Sylvie, est-ce que tu as des idées pour revenir un peu sur le débat? Enfin, en tout cas, sur le thème des étiquettes. Peut-être je peux simplement raconter comment on en est venu à l'idée de cette émission. Donc on avait effectivement plusieurs choses qu'on voulait aborder, et puis j'ai raconté à Rémi que quand j'ai fait faire mes nouvelles cartes de visite professionnelles, ou quand je les distribue, souvent les gens me demandent pourquoi j'ai pas mis sous mon nom la mention Sylvie Ptitsa auteur, ou Sylvie Ptitsa artiste, ou Sylvie Ptitsa enseignante, et chaque fois je leur réponds que je me suis posé la question de cette fameuse étiquette que j'aurais dû mettre sur ma carte, et je me suis rendu compte que je pouvais pas m'enfermer dans une étiquette parce que d'abord je faisais trop de choses, différentes. Je faisais la télé, je faisais de la peinture, je faisais de l'écriture, je faisais des interventions dans les écoles, je faisais du conte, et finalement aucune de ces étiquettes particulières ne résumait de façon générale ni ce que je suis ni ce que je fais. Donc finalement, plutôt que de mettre 12 mots qui auraient noyé l'information, j'ai préféré n'en mettre aucun, en me disant je mets juste mon site, et les gens qui veulent me connaître iront sur mon site et découvriront par eux-mêmes ce que je fais, ils iront par eux-mêmes vers ce qui les intéresse, et je ne serai pas enfermée dans quelque chose qui n'est pas moi. Et puis autant que eux aillent directement vers ce qui les intéresse plutôt que moi je me donne une étiquette. Et effectivement, en discutant avec mes amis, avec les invités de la télé, avec les gens en général, je me rends compte que de plus en plus, ne serait-ce que professionnellement, les gens ont beaucoup de cordes à leur arc et sont de plus en plus difficiles à enfermer ou à identifier à une étiquette unique qu'ils vont garder toute leur vie. Autrefois, professionnellement, souvent les gens faisaient un métier et gardaient le même métier ou restaient dans la même branche toute leur vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mobilité et de fluidité par rapport à tout ça. Et de moins en moins de gens qui ont envie justement, d'une part, d'être enfermés dans une étiquette, et d'autre part, d'être réduits à ça, d'être réduits à leur profession ou à leur catégorie sociale. Ou c'est comme si toutes ces limites, ces parois qui avaient servi à structurer le monde et qui ont eu leur utilité en leur temps et qui l'ont sûrement encore dans une certaine mesure, étaient en train de fondre et de montrer leurs limites, justement, puisqu'on parlait des limites, de montrer leur côté réducteur par certains côtés, sans même parler du côté négatif avec ces fameuses étiquettes désagréables à recevoir dont on parlait en début d'émission. Donc voilà, l'idée de parler des étiquettes et de la fin du règne des étiquettes était partie de là. Est-ce que ça te fait un point d'accroche suffisant? Ça me fait un point d'accroche. Je vais pouvoir reprendre un peu sur les étiquettes, et aussi dire mon point de vue sur le fait des cartes de visite. Parce que moi aussi, je me suis posé cette question-là. J'ai vu que beaucoup de mes amis ou des collègues que je pourrais traiter de thérapeutes, entre guillemets, et qui faisaient aussi plein d'autres choses à côté, avaient de plus en plus de mal à
à rentrer dans une étiquette. Et moi, c'est encore pire parce que j'ai des trucs que je fais qui sont dans des domaines complètement différents. Ça peut être de l'apiculture, des soins énergétiques, des jeux de rôle, la communication non violente, la permaculture, de l'éducation bienveillante, etc. Et il y a des tas de choses que j'aime et des fois des choses que je fais qu'une seule fois ou deux ou que j'explore un peu et je vois que j'aime ça et que je sais le faire, mais j'ai pas non plus envie de mettre une étiquette là-dessus, donc je passe à autre chose et je découvre d'autres choses dans mes voyages ou dans mon quotidien. Alors, pour continuer sur le thème des étiquettes, eh bien, on avait commencé à donner une partie des avantages des étiquettes et peut-être on va pouvoir aussi parler des inconvénients. Donc, un autre avantage aussi pour les gens des étiquettes, c'est d'avoir une forme de sécurité, c'est-à-dire de savoir à quoi s'en tenir. Si on sait que Saddam Hussein, c'est un méchant, eh bien, on sait à quoi s'en tenir et ça va faciliter notre interaction avec les autres et nos prises de position pour être acceptés dans la société. Donc, c'est des formes de balises aussi qui ont des avantages en tant que balises, mais aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'une balise dans un monde qui change, elle perd progressivement sa position et elle permet de moins en moins de s'orienter vis-à-vis d'elle. Et puis aussi mettre une balise sur quelque chose qui change dans un monde qui change, ou avec nous-mêmes qui changeons aussi, eh bien, ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que la vie et les changements que vit notre monde nous invitent à faire pour le moment, c'est de lâcher prise un peu sur ces balises pour pouvoir vivre plus de liberté. Donc, l'inconvénient des étiquettes, c'est une forme de privation volontaire de liberté, c'est-à-dire on va donner notre consentement à accepter une telle étiquette et à pas avoir de liberté d'explorer le contraire de cette étiquette ou d'autres choses, ou l'effacement de cette étiquette, contre un peu de sécurité, assez illusoire, et qui est de plus en plus illusoire. Donc, ce qui se passe pour le moment, enfin, de mon point de vue, c'est que les avantages des étiquettes sont en train de s'effacer et que maintenant, bien, on essaye de s'orienter dans un monde beaucoup plus libéré d'étiquettes. Je ne trouve pas de mots pour définir ça. Est-ce que tu aurais un mot pour ça, Sylvie? Un monde fluide, décloisonné. Fluide, décloisonné, voilà. Un open space. Ah. Moi, je dis maintenant, toujours qu'on est passé à l'open space. Voilà. On va enlever l'étiquette négative de l'open space pour ceux d'entre vous qui ont pu travailler là-dedans. Ah oui, pour moi, elle n'est pas négative, tu vois, parce que j'ai jamais travaillé là. Oui, voilà. Bon, bah, certains qui travaillent en entreprise dans des conditions un peu difficiles, l'open space, c'est une privation d'intimité, en fait. Ça peut être une privation d'intimité pour certains. Surtout, ça dépend du sens dans lequel est orienté ton écran d'ordinateur. Mais bon, voilà. Donc, vivre sans étiquette, deuxième étape. Oui, pour peut-être compléter ce que tu as dit, c'est vrai donc tu as parlé de cette espèce de rôle social, ce rôle de cohésion, puisqu'effectivement les étiquettes, faut pas oublier qu'elles sont bâties sur une sorte de consensus. Je pense que l'étiquette ou les catégories, c'est quelque chose qui structure le monde et effectivement ça a son utilité. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai été documentaliste pendant 10 ans, donc étiqueter, classer, indexer, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai maîtrisé à fond. Je pense que c'est quelque chose aussi qui structure la personnalité, qui lui permet de se donner des repères. Tu as parlé de balises tout à l'heure, pour moi c'est tout à fait ça. Et pour moi en fait il y a aucune connotation négative au fait
d'utiliser des étiquettes, du moment que ce ne sont pas des étiquettes qui enferment et qui deviennent rigides, qui se posent après comme des vérités absolues. Et il ne faut pas oublier que la plupart des catégories, des structures, des étiquettes qu'on utilise au quotidien, elles sont aussi le fruit d'un contexte socioculturel dans lequel on est né, que les étiquettes qu'on a aujourd'hui changent d'un pays à l'autre, changent, comme tu le disais, de plus en plus vite parce que les choses changent aussi de plus en plus vite, et que des valeurs ou des vérités ou des catégories, des façons de penser le monde. Voilà, en fait, moi, l'étiquette, je vois ça comme une sorte de filet ou de grille qui sert à découper une réalité perpétuellement en mouvement. C'est finalement quelque chose d'assez artificiel, et qu'on ne peut pas figer, parce que la réalité en elle-même, elle n'est jamais figée. La réalité, pour moi, enfin, dans ma perception, elle est comme une rivière qui coule sans arrêt, et que ça nous rassure d'essayer d'enfermer dans cette espèce de filet de pêche des étiquettes. Mais il ne faut pas oublier qu'un filet est un filet et que l'eau passera toujours à travers le filet. Le filet, il a son utilité, mais il reste un filet et il reste incapable à se saisir de cette réalité qui est infiniment plus mouvante et plus riche que tout ce qu'il pourra jamais capter. Donc voilà, il n'y a pas de mal, de mon point de vue, à utiliser ce filet, cette grille de lecture. Par contre, il ne faut pas oublier de le remettre à sa juste place, de le remettre dans ce qu'il est, à savoir un outil limité, un outil qui est connoté culturellement et idéologiquement et qu'il ne faut pas prendre comme une vérité absolue. Voilà. Voilà. Moi, ce à quoi j'ai pensé quand tu as parlé de ça, c'est justement se poser la question, à quoi sert cette étiquette? Est-ce que cette étiquette sert juste à définir quelque chose et à m'aider à communiquer, ou cette étiquette sert à rabaisser quelqu'un ou à une autre fonction que juste communiquer, en fait, à une fonction qui est peut-être un peu moins agréable et souhaitable du point de vue de la communication. Moi, j'ai l'impression que tout ce système d'étiquettes, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de construire une espèce de sécurité, qui est peut-être pas une vraie sécurité d'ailleurs, qui est peut-être pas une vraie sécurité intérieure. Parce que si vous êtes vraiment en sécurité, vous êtes debout au milieu de la rivière qui coule et vous savez qu'elle va pas vous noyer ni vous emporter. Et en fait, j'ai l'impression, si je réfléchis aux gens que je connais qui sont très consommateurs d'étiquettes, et en particulier d'étiquettes catégoriques, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est souvent des gens très anxieux. Et je crois que quelque part, ça les rassure. Ça les rassure de penser le monde comme ça, en bien, en mal. Comme tu le disais avec ton exemple de Saddam Hussein. Voilà, on sait sur qui il faut tirer, on sait qui on peut encenser, on sait qui fait bien, qui fait mal. En plus, il y a une espèce de consensus social là derrière. Et j'ai remarqué que souvent, les personnes qui sont très, très agressives et très colleuses d'étiquettes sur les autres, c'est des personnes qui elles-mêmes n'ont pas de sécurité intérieure et qui, d'une certaine façon, se prémunissent, se protègent de l'agression en agressant les autres de cette façon-là. Donc voilà, là non plus, je ne veux pas en faire une vérité absolue, mais c'est quelque chose que j'ai souvent observé et je me demande, voilà, je vais le poser comme une hypothèse, si cette obsession, cette surconsommation d'étiquettes ne vient pas tout simplement d'un manque de sécurité intérieure, parce que je crois vraiment que si on est profondément ancré dans sa sécurité intérieure, on peut être complètement ouvert à d'autres vérités, à d'autres interprétations du monde, justement parce qu'elles ne nous mettent pas en danger dans ce qu'on est. Ce qu'on est, on le connaît, et c'est suffisamment solide pour nous permettre d'accueillir toute la richesse, toute la diversité, ou même toute la contradiction que peut nous amener l'autre. Alors qu'au contraire, quand on se sent menacé dans son identité, au contraire, on a ce réflexe du repli sur soi-même, hein, que ce soit à titre individuel ou je pense à des pays aussi qui font ça, et on va chercher à se protéger en se cramponnant à ce qu'on croit être son identité. Mm-hmm. Mais moi, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à ce que l'attitude d'étiqueter ou de juger peut devenir une forme d'addiction, c'est-à-dire que comme on l'a appris, et le fait de juger va nous amener plus d'anxiété, qui va nous pousser à essayer de trouver un jugement, une opinion à l'extérieur de nous qui peut nous rassurer, ou disons, oui, un mensonge qui rassure plutôt qu'une vérité qui dérange, et ça va s'auto-entretenir en fait. Oui, ça jusqu'à peut être un qu'on modus choisisse vivendi. de ne plus jouer ce jeu-là en fait.
En fait, ce qui est difficile, c'est quelquefois, c'est tellement pratiqué que ça devient comme un automatisme, comme quelque chose qu'il est normal de faire. Moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque je viens d'une famille où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements de valeur qui étaient posés tout le temps, sur tout le monde, surtout, sur les gens. C'était vraiment une façon de communiquer qui était normale, avec beaucoup d'agressivité. J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Et pour ma part, je me rendais pas du tout compte que moi-même, je collais sans arrêt des étiquettes et souvent négatives sur les gens, parce que dans mon entourage, j'avais toujours vu faire ça. J'avais toujours vu les gens communiquer comme ça. Et c'est seulement quand justement on a commencé à me renvoyer que j'étais extrêmement dure dans mes propos, que j'étais catégorique, que j'étais blessante, que j'étais tranchante, que j'étais hautaine, ce que moi je comprenais pas du tout quand on me l'envoyait, puisque pour moi c'était la normalité. Et c'est seulement ce retour, cet effet miroir, qui m'a permis de prendre conscience justement que cette façon de communiquer n'était pas correcte, qu'elle pouvait être extrêmement blessante pour des personnes qui étaient plus vulnérables que moi à tout ça, qui n'avaient pas la même carapace. Et j'ai vraiment dû apprendre à complètement changer justement ma façon de communiquer et de penser le monde, parce que pour moi, ça, au moins au début, c'était pas conscient. C'était vraiment quelque chose voilà, qui faisait partie de mon environnement normal, comme plus tard, j'ai été amenée à travailler avec des ados qui étaient extrêmement agressifs et grossiers dans leurs propos, parce que autour d'eux, on communiquait tout le temps comme ça et que pour eux, c'était la normalité. Et quand, en tant qu'enseignante, j'essayais de leur expliquer que c'était pas correct, qu'on pouvait pas s'adresser respectueusement à quelqu'un dans ces termes-là, ils comprenaient pas pourquoi moi ou un autre enfant pouvait être blessé par les étiquettes qu'ils employaient, parce que pour eux, ces étiquettes-là étaient complètement... c'était une violence qui était tellement banalisée que c'était comme si elle avait été vidée de son sens, en fait. Tu vois, comment dire, la charge émotionnelle qui était dans les mots n'était pas la même pour moi et pour eux. Oui, ben voilà, ça me donne un angle pour vivre avec moins d'étiquettes, c'est de réfléchir à la communication et peut-être de prendre l'habitude de vérifier auprès des gens avec lesquels on discute comment c'est pour toi quand je te dis ceci. Et de voir que finalement, il y a une grande diversité dans les formes d'éducation et dans les codes linguistiques des gens qu'on va rencontrer. Et cette variété des rencontres, moi j'adore ça quand je voyage, et où il y a en plus d'autres langues et d'autres systèmes de politesse que chez nous. C'est très intéressant justement de vérifier, parce que dans une communication avec si peu de balises en commun, eh bien, si on veut avoir ce qu'on cherche à obtenir, il va falloir vérifier, est-ce que pour toi, ça veut bien dire ça? Est-ce que c'est comme ça, etc. Donc, passer un peu plus de temps à communiquer, mais cette forme de communication et cette vérification va être très constructive pour les deux parts, qui vont pouvoir voir que le monde est plus vaste et qui vont pouvoir voir que des étiquettes dans d'autres cultures ont d'autres significations, ou que les sensibilités ne sont pas forcément les mêmes. Et ça va être un apprentissage justement de la grande diversité et d'une forme de souplesse vis-à-vis de ces jugements. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des bases de la communication bienveillante, hein. Moi, je suis pas spécialement formée, mais il me semble qu'une des demandes, une des règles de la communication bienveillante, c'est de reformuler ce que l'interlocuteur t'a dit, en lui demandant de valider si ce que tu as compris est bien aussi l'intention qu'il avait mise dans son message. Enfin, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est comme ça qu'on procède. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai envie d'ajouter que ça me semble encore plus important aujourd'hui, à l'ère de la communication virtuelle qu'on utilise de plus en plus. On en parlait tout à l'heure hors émission, où je te disais que moi j'utilise de moins en moins le téléphone et de plus en plus ou Facebook ou Skype ou les mails pour communiquer avec les gens. Sauf que dans le cadre de ces communications-là, on n'a pas le feedback physique de la personne, on n'a pas l'intonation de sa voix, on n'a pas son regard. Et donc, je me rends compte que finalement, c'est encore plus facile de blesser les gens sur des malentendus dans ce cadre-là, parce que on connaît pas le contexte dans lequel ils sont en train de nous parler, on les a pas en face, on sait pas ce qu'ils sont en train de vivre concrètement à ce moment-là. Et quand on formule les choses,
si c'est reçu de travers, on va pas forcément le percevoir, justement parce qu'on voit pas la personne. Et voilà, je me rends compte qu'il y a finalement beaucoup de malentendus et de blessures inutiles qui se produisent à travers ça, à cause de toutes ces informations qui nous manquent pour décoder ce qui, dans notre jeu d'étiquette, peut n'être pas perçu ou reçu de la même façon par l'autre. Mais moi, je dirais que c'est pas sûr que ce soit des blessures inutiles, parce que d'une certaine façon, si on agit avec un peu plus de zen, on va faire de son mieux pour communiquer quelque chose, et on est responsable juste de faire de son mieux dans notre communication. Après, les gens, s'ils le comprennent d'une façon ou d'une autre, et surtout si on s'adresse à un public assez large, eh bien, ça va être à eux, s'ils ont les outils, de ressentir qu'est-ce que ça leur fait et comment réagir. Bon, des fois, on va avoir en retour des commentaires qu'on va devoir décoder, dont on va devoir prendre la responsabilité de l'accueil à la fois pour soi-même et pour l'autre personne, et essayer de décoder tout ça et de voir qu'est-ce que la personne veut dire, qu'est-ce qu'elle a compris quand j'ai dit ça, etc. Mais d'une autre façon aussi, si on s'adresse à beaucoup de personnes, on n'a pas forcément le temps de gérer l'émotionnel de tous les gens qui nous regardent. Et donc, on a juste à faire de notre mieux et essayer de communiquer le plus en accord avec notre cœur. Et puis après, c'est aux autres à apprendre ou à évoluer s'ils le souhaitent ou à voir qu'est-ce qui leur touche en fait. Non, je parlais pas dans le cadre de la télé, bien que là, je pourrais aussi citer un exemple qui irait dans le sens de ce que tu dis. Je parlais par exemple de ces échanges qu'on peut avoir quand tu sais, tu es sur Facebook, tu es sur ta messagerie, tu as 4, 5, 10 conversations ouvertes en même temps, tu réponds à plein de gens en même temps. Donc déjà, moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire. En général, si je suis avec une personne, je suis avec la personne et j'aime pas être avec 10 personnes en même temps, mais il y a des fois où matériellement, c'est pas possible, donc ça m'arrive quand même. Donc comme je disais, on connaît pas le contexte dans lequel sont les gens au moment où on leur écrit. Ils peuvent être en situation de stress, ils peuvent être dans leur milieu professionnel, ils peuvent être en train de gérer une crise familiale. Et donc, on les voit pas. Moi, j'arrive même pas à les ressentir empathiquement comme je le fais d'habitude parce qu'il y a un tel afflux d'énergie que tout est brouillé. C'est comme une espèce de magma où tout est mélangé. Donc, je peux même pas me caler sur l'énergie de la personne pour essayer de ressentir comment elle est à ce moment-là. C'est comme noyer dans une masse d'informations énergétiques et émotionnelles. Et du coup, je me rends compte que souvent, il y a des échanges comme ça qui dérapent du fait qu'on va trop vite, qu'on est avec trop de personnes en même temps et que, comme je le disais, on n'a pas ce feedback qu'on peut avoir dans le cadre d'un échange physique où je sais que si je discute physiquement avec quelqu'un et que je dis quelque chose qui le blesse ou qui le contrarie, je vais tout de suite le percevoir. Par contre, quand c'est comme ça dans le cadre d'un échange virtuel et en plus sur un réseau où il y a beaucoup de monde, ben, je trouve que c'est encore beaucoup plus difficile. Oui, mais t'imagines une communication Skype avec 10 personnes en même temps? Là, tu aurais le feedback, hein? Mais bon, est-ce que ça serait gérable? Bah, écoute, ça m'est arrivé de faire des hangouts avec plusieurs. Voilà, mais par rapport à ce que tu disais sur la télé, bah, je peux redonner un autre exemple qui va dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure à propos de l'expérience que j'avais eue en tant que jeune étudiante avec cette dame allemande. Donc, quand j'ai commencé la télé, j'ai commencé sur une télé beaucoup plus grosse que la mienne où je suis maintenant, où on était beaucoup plus visible. Moi, c'était pas du tout mon métier. D'ailleurs, c'était notre métier à aucun d'entre nous. On s'est tous formés sur le tas. Et très vite, on a dû apprendre à gérer justement le fait de devenir assez brutalement un personnage public, ce qu'aucun d'entre nous n'avait forcément aspiré à être. Moi, c'était pas du tout ni mon envie ni mon ambition. Et donc, effectivement, dès les premières émissions, on se cognait quand même des commentaires pas forcément sympathiques. Et je repense en particulier, par exemple, à une émission que j'avais faite où j'avais parlé de mon rapport avec les dragons et où après, j'ai eu un commentaire d'un monsieur qui fulminait en me disant « Mais vous vous rendez compte, vous êtes complètement irresponsable, vous faites des émissions pour les enfants et pour les familles et vous vous permettez de parler des dragons qui sont des créatures reptiliennes, apparemment absolument immondes, méchantes, qui
qui répandent le mal partout sur la planète, etc. Et donc voilà, là j'ai compris que ce monsieur et moi, on n'avait pas la même carte du monde, on n'avait pas le même rapport au dragon, qu'il était en train de projeter sur moi quelque chose qui lui appartenait. Et donc là, effectivement, j'ai absolument pas mal réagi parce que j'ai compris que c'était juste un déphasage entre sa vision du monde et la mienne. Ça m'a pas affecté personnellement, c'est pas venu appuyer sur une blessure. Par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres commentaires qu'on a pu se prendre, moi ou mes collègues, et où je sais que quelquefois, on devait vraiment en parler entre nous, parce que, effectivement, là encore, les gens qui regardent oublient qu'on est tous des animateurs bénévoles, qu'on n'a pas été formés, qu'on fait de notre mieux, et nous jugent comme si on était des animateurs professionnels avec cette étiquette, cette catégorie, tu es un animateur télé et en tant qu'animateur télé, j'attends de toi que tu sois comme ci, comme ci, comme ça. Même Sachant qu'en plus, ils n'ont pas tous les mêmes attentes derrière. Ils vont pas s'arrêter de juger. Hein. Oui, c'est ça. Et après, c'est un parti pris, de toute façon. Il faut pas. Est-ce que tu peux regarder s'il y a des questions sur le chat? Pour l'instant, il n'y avait pas de questions. Il y avait des tas de personnes qui nous envoient des messages sympathiques. Il y a Lali qui est dans son bain, qui nous tient direct de son bain. Il y a Rémi. Ah non, ça c'est toi. Je croyais que c'était Rémi Guillon. Il y a You Are Heroes qui est là et qui nous dit vive la liberté et non aux préjugés. Michel Ribs qui nous fait toutes les émissions en podcast et que je remercie encore une fois, qui nous écoute et qui est content. Il dit que ça change de la politique. Mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, ben, ça tombe bien parce que moi j'ai noté quelques questions avant le live. Enfin, c'est ça qui est bien avec Rémi, c'est qu'en fait il vient avec ses questions et avec ses réponses. En fait, à la limite, on peut tous s'installer et boire. Je dois avouer que j'ai pas beaucoup préparé les réponses, mais j'ai déjà les questions parce que j'ai posé des questions à mon amoureuse qui vit en Afrique, en Ouganda. Et salut d'ailleurs Marina, un grand coucou à l'Ouganda. Coucou Marina. Gros bisous de Belgique et du Luxembourg. Envoie-nous du soleil, Marina, il pleut chez moi. Ah, ici, ça va encore. Bien, elle avait justement, les 3 premières questions, c'est d'elle, donc je la remercie parce qu'elles sont assez intéressantes. Quelles croyances freinent l'évolution individuelle? Donc, les jugements, les croyances et les étiquettes, ça fonctionne un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va donner notre consentement à une vision polarisée, unique d'une chose. Par exemple, ceci est mal, ceci est bien. Et quelles croyances donc freinent l'évolution individuelle? J'aurais tendance à répondre les croyances sur soi. Les jugements qu'on a sur nous-mêmes, les étiquettes qu'on se pose sur soi-même. C'est-à-dire, je suis nul avec les membres du sexe opposé ou j'ai pas le sens de l'orientation ou ça je sais pas faire ou tu as d'autres propositions sur les étiquettes qu'on se met sur soi-même, Sylvie? Alors ouais, moi des étiquettes, je te dis que vu que j'ai grandi dans un monde où on passait notre temps à s'en coller plein, je peux t'en donner plein. Donc t'as 2 mains gauches. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Tu seras jamais bon à rien. T'es vraiment. Je te dis, moi j'ai eu beaucoup que j'étais hautaine, que j'étais prétentieuse. Un truc que j'ai eu très souvent aussi, c'est que j'avais pas d'ambition. Donc tu vois, c'était complètement contradictoire avec ce que d'autres me renvoyaient. Et là aussi, ça montre bien que justement, de toute façon, c'est impossible d'arriver à entrer dans à satisfaire le jeu d'étiquette de tout le monde, puisque les gens ont chacun leur grille de lecture, leurs attentes, et que chacun va te demander, si tu essayes de te conformer à ce qu'il voudrait que tu sois, d'être quelqu'un d'autre. Donc à la fin, t'es plus personne, t'es plus toi-même si tu essayes de contenter tout le monde. Voilà. Moi, quand tu as partagé les jugements que tu avais vécus, j'ai senti aussi mon cœur se contracter, en fait. J'ai senti en moi ce truc qui dit non, ça réduit ma possibilité d'être. Ça réduit ma capacité d'aimer et ma capacité de m'aimer moi-même, en fait. Donc, les croyances qui nous freinent, c'est d'une certaine façon les croyances qui réduisent notre amour, à la fois l'amour qu'on peut se porter à soi-même
et l'amour qu'on peut porter aux autres. Parce qu'évidemment, quand quelqu'un d'autre va nous envoyer un jugement dans la figure, eh bien, ça va être plus difficile de l'aimer. En tout cas, ça va affecter notre envie de contribuer pour lui. Et voilà. Aussi, je vais embrayer directement sur la deuxième question qui était comment vivre et grandir entouré de croyances et de jugements. Eh bien, pour la plupart d'entre nous, on fait l'expérience de débuter notre formation dans un environnement où les jugements sont la norme et où il y a beaucoup de ça en fait. Et je ne sais pas trop comment vivre et évoluer là-dessus. Quels sont les trucs qu'on pourrait donner aux gens, enfin, disons aux personnes qui ont été éduquées dans un environnement comme ça, et peut-être aux parents qui aimeraient éduquer leurs enfants avec moins de jugement, moins d'étiquettes. Voilà. Alors, pour les parents qui veulent éduquer leurs enfants avec moins d'étiquettes, je peux vous dire qu'il y a une super télé qui s'appelle Famille TV. C'est sûrement pas la seule, il y en a d'autres, mais on a fait justement, pas plus tard que la semaine dernière, une émission sur la non-violence éducative, et je sais qu'elles en ont plein d'autres en projet. Donc, si vous cherchez des clés concrètes sur comment éduquer vos enfants dans un climat de bienveillance et de n'étiquette, de non-étiquette, comme You Are Heroes. Voilà, vous pouvez aller voir sur Famille TV. Et c'est ce que je voulais ajouter d'ailleurs quand tu as commencé à en parler. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à tout ça et beaucoup de familles qui essayent justement de réfléchir à l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, de plus être dans cette éducation très... là aussi, un petit peu hérité d'un modèle qui a montré ses limites. Il y a plein d'autres façons de faire qui se développent maintenant, que ce soit dans les façons de communiquer en famille, les règles de la vie en famille, les façons de scolariser les enfants ou de leur faire l'éducation à la maison. Enfin, voilà, ça bouge et je crois qu'il y a là aussi, justement, ce règne de l'étiquette, il est un petit peu en train de s'écrouler. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, quand tu disais, je vois pas trop comment on peut faire abstraction de ça. Je pense qu'effectivement, en tant qu'enfant, on n'a pas le choix. On arrive dans la famille où on arrive, mais en même temps, cette famille, moi, je pense qu'on l'a choisie. Donc, qu'elle pose des étiquettes ou pas, c'est qu'on est là pour apprendre et y faire des expériences qu'on y fait. Mais j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Mais ce que je pourrais rajouter, c'est justement là, quand tu cites Famille TV, dans les liens sous la vidéo, on va rajouter des vidéos qui pourraient être instructives là-dessus, si vous voulez aller plus dans différentes thématiques, c'est-à-dire l'éducation bienveillante pour les enfants, la communication non violente pour, disons, les relations interpersonnelles, et voilà, et peut-être d'autres choses qu'on abordera au fil de cette conférence. D'accord. Alors, tu me diras ce que tu veux que je mette en lien. Oui, je ferai je t'enverrai un petit message avec tout ça. Et alors, ça y est, ça me revient maintenant ce que je voulais dire. Je pense qu'effectivement, en tant qu'enfant, on est de toute façon comme une éponge qui va absorber toutes les croyances et toutes les émotions qu'il y a autour de nous. Et on peut pas tellement se prémunir de ça. Par contre, après, quand on devient adulte, on peut aussi faire le choix de trier les étiquettes qu'on nous a collées sur le dos et de décider ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Qu'est-ce qui nous aide à construire? Qu'est-ce qui, dans cet héritage familial ou éducatif au sens large, est positif pour nous et constitue une richesse? Et qu'est-ce qui finalement nous plombe? Qu'est-ce qui est comme un poids mort qu'on n'a pas envie de garder et qu'on n'est pas obligé de garder? Je tiens vraiment à insister là-dessus, quelles que soient les étiquettes qu'on nous a collées sur le dos, que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, dans n'importe quel cadre, on n'est pas obligé de les garder, on n'est pas obligé de continuer à s'identifier à ça. À tout moment, je suis libre, vous êtes libre de choisir les valeurs, les croyances, les matériaux, les idées avec lesquelles vous construisez votre monde et votre réalité, et vous n'êtes pas obligé de garder tout ce qui vous, comme disait Rémi, tout ce qui vous fait sentir tout racrapoté, tout petit, tout minable. Voilà, vous avez le droit de le sortir de votre sac, de votre bagage, et de dire voilà, ça pour moi, ça fait plus sens, j'en veux plus, j'en ai plus besoin. Je le sors de mon sac et je le redonne
à qui ça appartient. Ben moi, ce que je pourrais dire aussi là-dessus, en fait, ça m'a fait réfléchir à ça, c'est justement de se poser la question du consentement. C'est-à-dire quand je reçois une étiquette, est-ce que j'y consens ou pas? Et si j'y consens pas, quelles sont les conséquences? C'est-à-dire, est-ce que le consentement à certaines étiquettes sur moi-même est nécessaire à être accepté au sein de ma famille? Ou si, même si je ne consens pas, je serai quand même accepté, mais simplement, je n'aurai pas cette charge à porter. Et la personne qui m'a mis cette étiquette aura peut-être le retour du miroir et devra la gérer elle-même, en fait, d'une certaine façon. Donc, ce que je pourrais dire, c'est pour les adolescents ou pour les jeunes adultes, c'est de se poser la question, quand on reçoit quelque chose, est-ce que je l'accepte ou pas? Si je l'accepte, quelles sont les conséquences? Est-ce que ça va un peu diminuer mon estime de moi ou est-ce que ça va me faire du bien? Parce que des fois, il y a des étiquettes et des croyances qui sont positives pendant un certain temps. Si on te dit t'es génial, en même temps, c'est une étiquette plutôt cool. Et ça va peut-être permettre de regagner une forme d'estime de soi jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile de décoller les étiquettes positives quand on n'en a plus besoin que de décoller les étiquettes négatives qu'on a acceptées parce que les conséquences de ne pas l'accepter, au moment où on les a acceptées, nous semblaient pires que la diminution de notre estime de soi ou de notre capacité d'aimer. Donc, ce qui se passe, moi, ce que je ressens, c'est dans les familles, ou en tout cas dans l'éducation qu'on connaissait avant, c'est que c'est une nécessité pour les enfants d'être acceptés. Les enfants font des compromis pour être acceptés au sein de leur famille et donc sont prêts à accepter certaines choses qu'ils n'accepteraient plus s'ils étaient adultes et autonomes et s'ils pouvaient dire « bon, je vais me trouver d'autres parents, là pour le moment ça ne me satisfait plus, je vais aller chercher d'autres parents sur le marché des parents ». Et évidemment, les enfants n'ont pas cette capacité-là et donc, ils sont obligés d'absorber, comme tu dis, certains jugements pour pouvoir continuer à vivre avec un minimum de sérénité dans leur famille. Oui, non seulement il l'absorbe, parce que comme tu dis, il y a cette espèce de situation de dépendance affective où l'enfant est par rapport à ses parents, enfin son entourage familial quand il est jeune. Et puis après, il faut pas oublier aussi qu'il y a tout le phénomène de matraquage, les messages qu'on envoie à répétition. Et même si on veut pas les accepter, c'est comme un ballon qu'on nous renvoie à la tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et qui, à force d'être répété, peut aussi user notre force de réaction, notre force de résistance. J'en parle parce qu'en plus, je vois qu'il y a Willy Pierre, le président de You Are Heroes, qui est côté public, et c'est une association qui fait de la prévention contre les victimes de harcèlement scolaire. Et même sans aller si loin que le harcèlement scolaire, je pense à tous ces petits messages subliminaux. Là aussi, je parle en connaissance de cause, qu'on s'envoie à l'intérieur d'une famille. Par exemple, moi, on me répétait sans arrêt, je l'ai cité tout à l'heure, que j'étais maladroite, que j'avais deux mains gauches. Et finalement, je trouve que répéter ça en boucle à un enfant, c'est l'enfermer dans sa maladresse. Et ça m'a complètement sapé ma confiance en moi. C'est-à-dire qu'on m'avait tellement répété que j'étais maladroite et que je savais rien faire de mes mains, qu'après chaque fois que j'avais un objet dans les mains, je pensais que j'allais le faire tomber, que j'allais le casser, voilà. Et il a vraiment fallu, en tant qu'adulte, que je me revalorise, que je me reprouve que finalement j'étais pas si maladroite que ça, que cette image de moi qu'on m'avait collée sur le dos comme une étiquette. Donc c'était pas méchant, en fait, c'était un peu comme un truc, tu vois, qui était dit sur le ton de l'humour, un peu comme un running gag. Voilà, Sylvie, elle a deux mains gauches, elle est maladroite, elle casse tout. Et en fait, à force qu'on me le répète, j'ai fini par vraiment devenir, de la même façon que les élèves à qui on répète t'es nul et t'arriveras jamais à faire ceci ou ça, ou t'auras jamais la bosse des maths, eh ben ils finissent par absorber ce message et par incarner ce qu'on leur dit qu'ils sont. Alors qu'en fait, rien ne prouve
qui ont forcément cette lacune. Moi, je redécouvre encore maintenant tous les jours ce dont je suis capable manuellement, alors qu'on n'a pas arrêté de me répéter que je ne savais rien faire de mes mains. Tout ça parce que dans ma famille, il y avait des gens qui étaient plus bricoleurs. Bah, moi, je savais faire plein de trucs avec mes mains, mais c'était pas dans les mêmes domaines, c'est tout. Donc voilà, faites attention en tant que parent, en tant qu'éducateur, aux messages, ou même en tant que jeune, je pense aux ados qui échangent beaucoup aussi entre eux, aux messages à répétition que vous envoyez aux gens, qui soient carrément méchants, là c'est carrément destructeur, ou même que ce soit sur le mode de la plaisanterie ou de la, comme je le disais, de une espèce de réputation un peu marrante qu'on peut faire à quelqu'un, en fait, ça peut devenir un rôle dont cette personne, elle va être prisonnière et qui va la suivre jusqu'à l'âge adulte. Donc, pas forcément un truc qui va complètement détruire son estime de soi. Moi, je dirais pas que ça m'a complètement démoli, qu'on me répète que j'étais maladroite, mais ça m'a laissé comme une espèce de handicap qu'il a fallu que je rééduque. Voilà, donc je vous rends attentif à ça. Faites attention aux étiquettes que vous collez et surtout au nombre de fois où vous collez la même étiquette sur la même personne. Voilà. Et moi, ce que je vois quand j'accompagne des gens, c'est aussi les étiquettes qui se collent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé les étiquettes qu'on leur a mis. Et donc, moi, je leur signale, tiens, là, tu as un jugement sur toi-même, tu dis ceci. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu as envie que ça continue? Est-ce que ça serait pas plus agréable de changer d'étiquette ou de la laisser tomber? Et simplement le fait de prendre conscience des jugements qu'on a sur soi-même ou des jugements qu'on a sur les autres, c'est déjà la moitié du chemin. Donc après, une fois que vous avez vu ça, eh bien, vous le verrez quand ça reviendra, ce jugement-là. Et vous allez dire, OK, là, je me juge. Est-ce que j'ai envie que ça continue ou pas? Et plus vous remarquez le comportement en vous, en tout cas l'habitude de penser qui vous juge, moins elle aura d'effet et plus elle va se diluer. Et il y a un moment où vous aurez oublié que vous étiez maladroite ou un truc du style et que finalement, ah oui, j'y ai cru pendant un certain temps, mais finalement, c'était une croyance sur moi-même. Voilà, on en parlait tout à l'heure de toutes ces croyances qu'on n'est pas obligé de garder toute sa vie ou qui peuvent être l'effet d'un conditionnement culturel, familial ou autre. Encore une fois, moi, je pense qu'on peut tout changer en fait. Je pense que la vie c'est comme une maison. On peut abattre des cloisons, on peut en remettre d'autres, on peut changer les tapisseries. En fait, c'est à nous de choisir quel espace on a envie d'habiter. Est-ce qu'on a envie qu'il soit complètement ouvert? Est-ce qu'on a envie qu'au contraire il soit très fermé parce qu'on se sent plus sécurisé dans un espace comme ça? Et aussi, on a le pouvoir sur notre intérieur. On a un grand pouvoir sur notre extérieur. Notre pouvoir est relativement limité. Et tandis que sur ce qu'on peut changer à l'intérieur de nous, nos croyances envers nous-mêmes, nos croyances envers les autres, qui sont finalement un miroir de nos croyances de nous-mêmes, eh bien, on a une marge de changement assez intéressante et une capacité de mieux-être beaucoup plus grande que si on fait dépendre notre bien-être de choses extérieures ou du comportement des autres. Et puisqu'on a Lali qui est dans son bain côté public, je vous renvoie à la superbe émission qu'elle a faite avec Rémi Guyon sur le thème je crois que ça s'appelait de la victimisation à la responsabilisation, où ils ont très bien expliqué justement tous les deux qu'on n'est pas obligé de rester justement identifié à toutes ces croyances limitantes, qu'on peut les changer et qu'à partir du moment où on change ses croyances, on change aussi sa vie parce qu'on va changer les situations qu'on attire à soi. Et tu parlais tout à l'heure du juge. Je pense qu'effectivement le juge le plus cruel, c'est souvent celui qu'on est avec nous-mêmes. En fait, je vois plein de personnes qui disent qu'elles sont dans la compassion, dans le pardon, dans tout ça. Et en fait, avec elles-mêmes, elles sont d'une dureté, elles sont d'une intransigeance, mais terrible, quoi. Elles se pardonnent pas la plus petite faille, la plus petite déviance. Elles sont vraiment comme, je sais pas, comme si elles se fouettaient à longueur de temps pour être sans arrêt au top du top. Et là encore, on voit bien
comment tout est relatif. Pense à toutes ces top modèles qui se trouvent toutes trop grosses, alors que la plupart des gens les trouvent magnifiques et voudraient leur ressembler. Je sais pas, je pense à plein de gens brillants qui passent leur temps à se faire des reproches de pas être assez compétents ou assez brillants dans leur domaine, alors qu'en fait, il y a du monde qui les envie. Et vraiment, à quel point souvent on voit les qualités des autres, on voit les richesses des autres, mais on n'est pas capable de reconnaître les siennes propres parce qu'on nous a tellement conditionnés dans le fait que reconnaître sa propre valeur, c'est de l'orgueil, c'est de la comment on appelle ça, de la vanité, prétention. voilà, de la Oui. prétention. Voilà, moi je suis désolée, je trouve que je suis une fille extraordinaire, je l'assume, je le dis même publiquement sur ma propre télé. Et je trouve que Rémi, c'est aussi un gars extraordinaire et vous Oui, aussi. voilà, merci. Moi, Voilà, je trouve que je suis assez humblement prétentieux, c'est ça. mais Soyons humblement effectivement, prétentieux, ça aurait pu être prouver qu'on est un autre génial, beau titre. enfin, ça va marquer le début d'une vie nouvelle, en fait. Commencer à se juger positivement, c'est vraiment une bonne étape. Après, on peut laisser aussi peut-être tomber le jugement positif, ou en tout cas, mais pour moi, je sens que j'ai encore besoin de jugement positif et je vais en profiter encore un certain temps et que toutes les croyances non plus ne sont pas mauvaises. Si j'ai des croyances positives envers moi-même, mais tant mieux, jusqu'à ce qu'il y ait des désavantages à ces croyances positives. Mais pour le moment, j'en ai pas encore. C'est comme pour les étiquettes. Tant qu'on a plus d'avantages à utiliser les étiquettes qu'à pas les utiliser, ben, pourquoi pas? Là, on choisit ce qu'on va utiliser en fonction de nos besoins, de nos ressentis et de ce qui nous aide à nous construire ou pas. Et puis après, on passe à autre chose. Comme on Oui, c'est ça. Si évolue, vraiment la réalité, elle se construit à partir de nos croyances et de l'énergie qu'on met dans nos croyances, autant mettre cette énergie dans des croyances positives. Ça sert à quoi d'aller nourrir l'idée que, je sais pas, que les autres sont pourris. C'est vrai que quand on regarde le monde, moi, je sais pas, si j'allume ma télé et que je regarde le JT, évidemment, je vais penser que le monde est pourri, mais j'ai pas envie de nourrir cette croyance. Je trouve que ça me fait pas du bien et ça fait pas du bien au monde d'alimenter ce réservoir déjà énorme qui dit que le monde est pourri, que tout ce qui se passe sur la Terre, c'est nul, c'est moche, c'est cruel. Voilà, ça, pour moi, c'est juste quelque chose qui alimente la colère, qui alimente la frustration, qui alimente le désespoir. Donc, plutôt que de faire ça, eh ben moi, j'ai envie de me centrer sur ce qui est beau chez les gens, sur ce qui est positif, sur les initiatives des gens qui essayent de changer le monde. Et il y en a plein. Il y en a plein, sauf qu'on ne met pas le projo dessus. Donc, quitte à utiliser des étiquettes, si vraiment il faut en utiliser, eh ben, qu'au moins ça soit des étiquettes radieuses. Voilà. voilà. Choisissez Mais des ce qui se étiquettes passe solaires. aussi, c'est un peu comme pour l'alimentation, les croyances ou les choses dans lesquelles on investit son énergie. On peut choisir. Vous pouvez choisir les trucs que vous avez envie de manger. Eh bien, choisissez aussi les trucs que vous avez envie de croire et les trucs dans lesquels vous avez envie d'investir de l'énergie. Parce que finalement, euh, quand on regarde le temps qu'on passe, on voit dans quoi on investit son énergie et puis à la fin de la journée, on peut faire le bilan. Ah tiens, je me suis laissé distraire à m'investir dans une critique du monde pas très constructive. Est-ce que finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie? Et est-ce que la prochaine fois, je ne ferai pas un peu attention? Donc, je me programme. Moi, j'aime bien aussi Rémi Guillon et j'ai fonctionné aussi comme ça depuis que j'avais 12-13 ans, de me programmer des petits trucs dans la tête pour me dire, tiens, là maintenant, la prochaine fois que je vais me laisser aller à penser un truc négatif, à me laisser entraîner dans une croyance négative, il y a un petit truc qui va s'allumer dans ma tête qui va dire attention, Rémi, là, warning, croyance négative. Et aussi, ce qui m'arrive, ce que j'ai choisi aussi de faire, c'est quand je parle, c'est attention, là, tu dis une connerie ou quelque chose qui n'est pas complètement aligné. Et alors, je dis non, enfin, c'est pas exactement vrai. Et j'essaye d'être un peu plus authentique et de dire finalement pas ce qui est, mais pas ce que je voudrais qu'il soit en fait. Quelque chose d'un peu plus proche de ma réalité et de forcément ma vulnérabilité ou mon humanité aussi.
Bah écoute, tu as raison d'être authentique parce que côté public, il nous colle plein d'étiquettes sympas. Il y a You Ah, Are chouette. Heroes qui nous dit You Are extraordinaire et Catherine Molon qui nous dit Vous êtes super. Alors Ah oui. merci pour vos Catherine étiquettes Molon, solaires. c'est ma majon, donc merci à ma Ah maman d'accord. qui me suit. Hein, voilà. Ah, c'est pour ça qu'elle te disait que tu étais trop près de la caméra tout à l'heure. Je me suis demandé ce que c'était que ce commentaire. Je comprenais pas à qui ça s'adressait. Ah, les mamans Voilà, qui veillent. voilà. Et par rapport à... Alors attends, j'avais quelque chose à dire. C'était par rapport à quoi euh... Je sais plus. Oui, voilà, par rapport au choix des étiquettes et de la réalité qu'on se crée. Une étiquette, justement, qu'on me colle souvent, et je pense qu'on la colle souvent aux gens qui font le choix d'être positifs, c'est qu'on me dit, mais toi, tu vis dans un monde de bisounours. Alors, une nouvelle fois, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, non, je ne vis pas dans un monde de bisounours. Je suis tout à fait consciente de l'horreur du monde, même si je ne regarde pas la télé, de toute façon, je la ressens, donc je n'ai pas besoin d'allumer ma télé pour la voir. Par contre, je fais le choix de ne pas me centrer dessus. Je fais le choix de ne pas aller nourrir cette énergie qui me dit le monde est horrible et sans arrêt dans le monde, il se passe des choses horribles. Je choisis d'aller nourrir la force en moi qui croit que l'humain est capable de faire des choses bienveillantes, des choses constructives, des choses intelligentes. Et j'ai pas envie d'alimenter la polarité contraire. Et je me disais que je devrais même écrire un conte philosophique où en fait les gens sont au milieu de plein de gros réservoirs et en fait ils ont tous le choix. C'est un peu comme un jeu. Moi je vois la vie vraiment comme un jeu. On est cerné par des gros réservoirs et c'est à nous de choisir où on va aller mettre notre énergie. Quel réservoir on va aller alimenter? Voilà, on a des espèces de ballons ou je sais pas des espèces de seaux avec un liquide et puis on choisit dans quoi on va aller déverser cette espèce d'or liquide qui nous habite. Est-ce que je vais aller le déverser dans le réservoir colère? Est-ce que je vais aller le déverser dans le réservoir dépression? Est-ce que je vais aller le déverser dans le réservoir révolution, il faut tout péter, justement avec cette idée derrière que le monde est pourri? Ou est-ce que je vais aller le déverser dans le réservoir harmonie, beauté, communication, voilà. Moi, je pense que l'énergie, le carburant, ce que j'appelle l'or solaire, on l'a tous à l'intérieur de nous. Après, la seule différence, c'est qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je fais mon choix d'aller le déverser? Est-ce que je veux aller grossir le réservoir des insatisfaits, voilà ce que j'appellerais des insatisfaits, ou est-ce que je veux aller grossir le réservoir de ceux qui croient que le monde peut changer et à mon niveau, eh ben, j'essaye d'alimenter ce réservoir-là sans le faire sur la base de la, comme je disais, de la colère, de la frustration, du désespoir et de tout ce qui peut nous happer, parce qu'en plus tout est fait pour nous happer, vers ces espèces de cuves pleines de mazout. Voilà, moi je veux plus aller vers les cuves de mazout. Ça ne veut pas dire que j'ai pas conscience qu'elles existent. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le concept de bisounours, moi, je me suis posé la question, quelles sont les croyances derrière ça? Est-ce que c'est la croyance que la bienveillance est quelque chose qui fonctionne pas et qui nous attire des ennuis? Est-ce que la gentillesse est quelque chose de nul ou de dépassé ou de... Et évidemment, quelle est la croyance contraire? Alors, ça voudrait dire, si je cautionne que l'idée que les bisounours, c'est des naïfs qui se font des illusions, est-ce que la réalité, alors, est un monde où la méchanceté paye, où la malveillance est beaucoup plus fonctionnelle, etc. Et quand je fais le bilan de toutes ces croyances et que je choisis finalement qu'est-ce que je veux croire et comment ça marche aussi, quelle est mon expérience. Parce que dans notre vie, bah, il y a des moments où on a été bienveillant et où ça s'est bien passé. Il y a des moments où on a été bienveillant et on a eu peut-être des échos sur d'autres aspects de nous-mêmes qui n'étaient pas en paix et qui nous ont fait comprendre, avancer d'autres choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut croire et qu'est-ce qu'on veut devenir? Voilà, je vous renvoie à la super vidéo de Jérôme Redange sur la puissance du bisounours. Je suis désolée, le bisounours n'est pas une lopette. Le bisounours est quelqu'un qui a choisi de cibler en priorité, de mettre toutes ses forces et
comment dire, sa plus belle La énergie, puissance de son cœur. voilà, à sa plus belle fréquence, à alimenter ce qu'il y a de plus haut dans le monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ignore tout ce qui ne va pas. Voilà, le bisounours n'est pas forcément un être déconnecté de la réalité et incapable de se défendre. Parce qu'en plus, il y a des bisounours qui savent opposer des boucliers très pacifiques mais très fermes. Voilà. Alors, je propose de parler encore un petit peu des croyances et puis je vais parler de ce que je fais en Afrique et en Europe. Moi, ce que j'ai constaté quand on parlait des enfants, c'est que de plus en plus, en fait, les enfants, ils se laissent plus poser des étiquettes aussi facilement qu'avant et leur consentement est de plus en plus ferme à dire non, non, ça n'ira pas. Et le chantage ne marche plus sur eux, un chantage affectif ou quoi que ce soit. Ça devient de plus en plus difficile pour les parents d'obtenir quelque chose de leurs enfants des anciennes façons que leurs parents ont obtenues d'eux-mêmes, en fait. Donc, on vit dans un monde qui évolue et où les façons de faire ne vont plus s'appliquer avec la même efficacité qu'avant. Et justement, où ça va nous offrir la possibilité de réinventer ces façons de faire, de développer la communication avec les enfants ou avec nos propres parents aussi, pour essayer de trouver une façon de communiquer qui est plus harmonieuse et plus respectueuse du bien-être de chacun. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des sujets à aborder sur les étiquettes? Alors, je peux te lire les super commentaires qu'on nous a encore postés entre-temps. Donc, il y a Lali qui dit « Oui, en pleine conscience de notre responsabilité, choisissons ce sur quoi nous portons notre attention et c'est là que se dirige l'énergie. » Donc ça, c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les réservoirs, je pense. Un petit truc là-dessus. Effectivement, à un moment, j'ai bien compris que l'attention et l'amour, c'était à peu près la même chose, en fait. Que notre attention, c'est notre plus grand pouvoir de création. Ce sur quoi on va focaliser son attention va s'agrandir dans notre champ de perception et donc dans notre expérience de vie. Et ce sur quoi on ne va pas attirer notre attention, on va choisir de dire « Ok, le JT, rien à foutre. Pour le moment, il n'y a que des trucs qui ne vont pas me permettre de focaliser mon attention sur des choses que j'ai envie de voir se développer dans le monde. Eh bien, tant pis, alors je vais trouver une autre source d'information. » Oui, d'autant que c'est quand même les sources d'information qui visent les masses. Et là aussi, on parlait de responsabilité tout à l'heure. Alors, nous, on a notre responsabilité de choisir ce qu'on laisse entrer comme type d'information en nous. Mais des fois, je me demande, en fait, qui est à la tête de ces programmes et quelles sont les intentions de ces gens qui choisissent d'envoyer massivement sur un maximum de gens des informations aussi déprimantes, enfin, je sais pas, il y a des fois, j'ai l'impression que tout est fait pour plomber le moral des gens. Pour qu'en fait, quand tu éteins ta télé après avoir regardé le JT, tu as juste envie de sauter du toit ou de dire que voilà, le monde est foutu. Voilà, moi, c'est vraiment la croyance que ça me donne quand je regarde le JT, c'est le monde est foutu et de toute façon, on peut rien faire. Donc, c'est quoi? C'est une apologie de l'impuissance? C'est et pourquoi aussi tellement de gens continuent à regarder ça? Enfin, je sais pas, pour moi, c'est comme s'intoxiquer. C'est comme fumer 10 paquets de cigarettes tous les soirs. J'ai l'impression que sur mon organisme, ça agit avec la même toxicité. Donc là aussi, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire pour vous de regarder ces informations-là, dans quel état vous êtes une fois que vous avez terminé. Si vous voulez vous informer, faites-le, mais est-ce que c'est à ces sources-là que vous avez envie de vous abreuver? Si vous avez le choix entre une mare d'eau boueuse et un torrent de montagne, vers quoi vous avez envie d'aller? Bon, après, si vous me dites ça me convient très bien et je suis très heureux avec ça, ok, allez-y. Je dis simplement que pour moi, ces sources d'informations-là, elles sont toxiques. Ça me rend malade en fait, ou alors ça me fait rire, voilà. Mais j'ai du mal à comprendre comment tellement de gens peuvent encore suivre ces informations-là, sachant qu'il y a tellement d'autres moyens de s'informer aujourd'hui.
Et quand tu posais la question, ben, pourquoi les gens véhiculent au masse ce genre de truc, ben, je sens aussi mon cœur se refermer parce que je mesure à la fois les conséquences sur les masses qui regardent ces informations, mais les conséquences pour les commanditaires et les exécutants de ce genre de désinformation de masse. Et, euh, et effectivement, du point de vue de leur propre capacité d'aimer et d'avoir une vision joyeuse sur le monde, ben, ça les coupe de tout un tas de trucs, encore plus que ce que les gens consentent en fait. Et c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est une expérience aussi pour eux de voir quelles sont les conséquences de saper le moral d'une masse entière de population, avec leur consentement, plus ou moins conscient. Et puis quand même se rappeler on a le choix, on a la chance d'avoir le choix. Moi, je sais pas, tous les jours, j'ai envie de dire merci à la vie pour vivre à l'époque où je vis, pour vivre dans la société où je vis, même si où elle n'est pas parfaite. Mais c'est vrai que quand je pense à la vie que j'aurais eue si j'étais née, ne serait-ce que dans un autre pays, sur un autre continent, ou je sais pas, 100 ans en arrière, rien que 100 ans en arrière, en tant que femme. Alors c'est vrai il y a des choses qui sont frustrantes ou insatisfaisantes d'un certain point de vue, mais j'ai quand même la conscience que j'ai ce choix. J'ai ce choix d'aller vers ce qui me construit, vers ce qui me nourrit, vers ce qui me fait du bien. Et que c'est quand même un privilège extraordinaire, quoi. Oui. Et oui, on a le choix. Et moi, je trouve que je vis une vie extraordinaire et qu'on est à une époque où véritablement on a plus de choix. Euh, alors, comme tu dis, ça dépend encore un peu de la zone géographique sur la Terre et qu'il y a des pays sur Terre où le choix est, disons, reste encore un peu à inventer et n'est pas encore une potentialité établie aussi simplement et facile à disposer que pour nous ici, qui vivons dans des pays quand même assez riches, où Internet est quelque chose de facile à avoir, où finalement on peut toucher le chômage ou des revenus quand on n'a pas de travail, et donc vivre plus ou moins décemment ses rêves. Bah, puis pas seulement du point de vue matériel, mais je veux dire, encore une fois, je pense que j'en parle parce que je suis une femme. On n'est pas dans un pays où on est matraqué idéologiquement ou même si elle n'est pas ce qu'elle devrait être, il reste quand même une certaine ouverture de pensée, une certaine liberté de pensée, et où on n'est pas, voilà, où on est ouvert sur le monde, et même s'il y a des pays. Et puis en plus, moi je trouve que puisqu'on a ce privilège-là, c'est comme un cadeau qu'on nous a fait, mais ce cadeau, c'est pour le partager. Justement, s'il y a des gens qui l'ont pas, c'est à nous. C'est à nous de profiter de tout ce qui est à notre disposition et d'en faire un usage optimal. Et autant que possible, peut-être aussi de le partager avec ceux qui n'ont pas encore accès à tout ça, que ce soit à l'éducation, que ce soit à la culture, que ce soit aux nouvelles technologies. Si nous, on l'a, je pense que c'est parce qu'on voilà, sur ce terrain-là, on est plus en avance, de la même façon que dans d'autres pays, ils sont plus en avance sur d'autres terrains que nous. Et que le monde de demain, il se fera vraiment des échanges, de la richesse du partage. C'est pas un privilège au sens nous on a de la chance et puis eux tant pis pour eux. C'est nous on l'a, donc faisons en sorte que ça profite à un max de monde. Oui, et d'une certaine façon aussi, donner leur envie de choses, de belles choses, d'alternatives, plutôt qu'avoir envie de notre richesse matérielle, eh bien, peut-être avoir envie d'une forme de communication plus harmonieuse, de plus de liberté dans l'expression ou dans ce qu'on est. Voilà. Et ben justement, là, je crois qu'il est temps que tu nous parles de tes projets avec l'Afrique et avec ta chérie, parce que c'est complètement ça. Voilà. Alors, bien, ben, je vais faire un petit récapitulatif. En fait, j'ai rencontré Marina, qui est mon amoureuse en Afrique,
il y a 3 ans, au Burundi, donc le pays dont elle est originaire. Bien là-bas, je passais 3 mois et j'aime beaucoup danser. Et à ce moment-là, j'apprenais le tango. Ça fait 1 an que j'avais commencé à danser le tango. Le tango, en fait, a été un peu la chose qui m'a réveillé à la spiritualité, ou en tout cas qui m'a fait affronter mes plus grandes peurs, c'est-à-dire la peur des femmes et d'être au contact et la peur d'être rejeté aussi. Et donc, les 6 premiers mois, ça a été difficile. Et puis après, j'ai vraiment bien aimé ce que le tango m'a apporté. Et donc, à ce moment-là, j'essayais de danser du tango, mais en Afrique, déjà, c'est chaud. Donc, c'est chaud, mais c'est magique. Moi, quand j'entends ça, en fait, ça me met en joie. Tu te rends compte que tu es belge, tu as une chérie qui est au Burundi, tu la rencontres en faisant du tango. Franchement, voilà. à quelle époque c'était possible avant la nôtre? Eh bien, je sais pas. Faut remonter loin, à mon avis. Hein. Et donc, comme j'ai pas eu l'occasion de faire du tango, je me dis, je vais apprendre la salsa. Donc, j'avais été à un cours qui m'a pas trop plu, et on m'avait dit qu'il y avait des jeunes qui s'entraînaient à la salsa dans une espèce de salle de fête désaffectée à côté d'un bar assez fréquenté au centre-ville, et donc que je pouvais aller voir. Et donc, je me suis renseigné, j'y étais une première fois, c'était pas le bon jour, j'y étais une seconde fois, et il se fait que par un miraculeux hasard, Marina aussi était là ce jour-là, et donc j'ai un peu regardé les gens danser la salsa, j'ai posé quelques questions, et puis Marina m'a demandé, mais est-ce que tu pourrais nous montrer le tango? Et donc, j'ai dit oui, pourquoi pas, on peut voir ça. Et donc, je lui ai expliqué quelques pas de base. J'ai vu que comme elle savait bien danser, c'était facile de la guider pour le tango. Et après ces petites démonstrations, les gens de ce groupe-là m'ont demandé, est-ce que ça te dirait pas de donner des cours de tango toutes les semaines ici? Et je me suis dit, oui, pourquoi pas, hein, ça fait une chouette activité. Bon, c'est vrai que j'avais qu'un an d'expérience de tango, mais euh, comparé à ce que les gens savaient du tango là-bas, ça allait pour enseigner des cours. À Bruxelles, si je voulais Si enseigner. c'est ça, sortir des étiquettes. Pourquoi? Pour être performant et maître dans un truc, il faudrait forcément l'avoir fait pendant des années. Maintenant, tu as, des gens qui apprennent super vite. Les enfants d'aujourd'hui, ils apprennent super vite. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont plein d'expérience dans un métier, mais qui en sont complètement blasés et qui, du coup, ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient quand ils ont commencé à exercer ce métier. Donc là aussi, voilà, moi j'ai envie d'enlever cette étiquette de c'est l'expérience qui fait forcément la valeur du maître. Ben non, je suis désolée, il y a des maîtres. Merci Sylvie pour cette remise au point. Voilà. Tu vois, t'avais ton Effectivement, warning qui avait oublié de s'allumer, là, ton nut, nut. Je l'ai fait pour non, il toi. s'est allumé dans ta tête. Eh ben, c'est parce qu'on est télépathes. Et effectivement, il y a beaucoup de gens autour de moi qui développent des capacités, même sans avoir suivi de formation ou des trucs comme ça, ou qui se mettent à guérir les gens, ou à découvrir l'auto-soin par eux-mêmes, ou à enseigner des trucs qu'on leur a jamais enseignés. Et c'est assez marrant de voir toutes ces connaissances éternelles remonter à la surface au travers de personnes qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour les accueillir et le courage de les enseigner sans forcément avoir l'étiquette de légitimité et le diplôme accroché derrière eux pour le faire, quoi. Donc, j'ai beaucoup j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui ont ce courage-là, parce que moi, je n'ai pas encore complètement ce courage-là, mais c'est en cours dans mes projets. Donc, je vais revenir un peu sur mon Voilà, moi j'ai beaucoup histoire. de gratitude et de courage pour ce que tu fais en Afrique. Donc, continue à nous raconter ce que tu as fait en Afrique après le tango. Voilà, donc après le tango, de fil en aiguille, j'ai noué une relation avec Marina.
Et donc, en donnant les cours, bien, on s'est revus, on a discuté, et, on a échangé et je me suis rendu compte à quel point elle est géniale et je suis très content de lui filer cette étiquette de génie On parce lui que, file collectivement, hein, Marina, voilà, toute l'équipe de l'Elite TV et tous les gens côté public. T'envoies et, une massive étiquette, tu es génial. et c'était vraiment super d'avoir quelqu'un, en fait, qui se posait les mêmes questions que moi et qui avait envie d'évoluer sur les mêmes domaines que la communication, la bienveillance, le rapport aux enfants, etc. Et donc, on est tombés amoureux l'un de l'autre et ça s'est très bien passé. Et donc, je suis parti du Burundi le 4 mai il y a à peu près 2 ans, juste avant qu'éclate la guerre civile là-bas. Donc, le président du Burundi avait envie de faire un troisième mandat et de continuer à être le président jusqu'à sa mort. Et enfin, la société civile n'était pas très d'accord, surtout que il avait des tendances un peu génocidaires vis-à-vis des Tutsis. Donc, le climat ne s'est toujours pas amélioré là-bas. Et il y a beaucoup de Burundais qui ont quitté le pays pour pouvoir vivre en paix parce que c'était plus possible dans leur propre pays. Et Marina et sa famille a fait de même, d'abord avec ses frères et sœurs, et ses parents l'ont rejoint il y a 6 mois environ. Et donc, elle est partie vivre en Ouganda. Et comme c'était mon amoureuse et que moi j'avais envie de retourner en Afrique et de passer mes mois d'hiver là-bas, j'ai pris l'avion et je suis retourné visiter l'Ouganda, un peu le Rwanda. J'aurais pu visiter aussi le Kenya, mais bon, on n'a fait que l'Ouganda et le Rwanda ce moment-là. Et on s'est revus, on a voyagé ensemble, etc. Et, euh, et, euh, et ça devenait vraiment clair pour moi que j'avais envie de passer, euh, si possible, la moitié de l'année en Afrique, quand il fait un sale temps ici, ou au moins 3 mois, qui est la durée d'un visa touristique, qui est assez facile à obtenir en arrivant sur place et qui ne coûte pas trop cher. Et donc, je suis revenu pour 3 mois, on a visité un peu, on a voyagé ensemble, et, euh, et, euh, et on s'est promis de se retrouver l'hiver suivant. Et l'hiver suivant, ça nous fait l'hiver de 2016-2017, où je suis retourné, mais cette fois-ci avec la possibilité, avec ma maman qui avait envie de financer, qui avait de l'argent pour que je puisse acheter un terrain. Donc, j'ai commencé à chercher un terrain là-bas sur place. Et j'ai finalement trouvé un chouette terrain qui se trouve près de Jinja et près des sources du Nil, donc à 5 km du Nil et à une quinzaine de kilomètres du lac Victoria, qui est le grand lac qui borde l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Et le coin est super et le climat du pays est quand même vraiment bien parce qu'il fait beau tout le temps. C'est comme les beaux jours en été qu'on a ici, mais toute l'année. Avec un peu de pluie de temps en temps pour arroser les plantes quand même, mais ça ne dure pas très longtemps et ça fait du bien un peu de pluie quand même. Voilà. Et alors, justement, explique-nous ce que vous allez en faire de ce terrain. Ben voilà. Donc, moi, je suis passionné par plein de trucs et dans les trucs qui sont possibles de réaliser sur ce terrain, c'est la permaculture, donc c'est-à-dire cultiver des plantes en association les unes des autres et de façon le plus naturelle possible, de façon à ce que y ait le moins de travail à fournir pour récolter les plantes et que les trucs se ressèment naturellement ou en tout cas que la biodiversité augmente et que le système soit de plus en plus solide et autorégulé. Aussi de planter des arbres pour avoir une forêt comestible. Parce que l'avantage des arbres, c'est sûr qu'il faut attendre 5 à 10 ans avant qu'ils fassent des fruits.
Mais une fois qu'ils font des fruits, ben, ils font des fruits 2, 3 fois par an dans ces climats-là. Et donc, c'est plutôt chouette et c'est plutôt assez facile d'avoir une production sans avoir à faire beaucoup trop d'efforts ou en tout cas s'en occuper un petit peu. Donc ça, c'est un aspect du terrain. Et ce qui est chouette, c'est que ben, ça a plu pas mal à Marina et à sa famille qui avaient un peu d'expérience dans ce domaine-là. Et donc, ben, ce terrain est déjà mis en valeur par elle et sa maman et son frère et sa sœur. Et en échange que ben, moi, je leur paye leur loyer et leur nourriture. Et donc là, la permaculture, ça a commencé déjà à se lancer d'une façon assez traditionnelle, disons, on va dire que c'est de la permaculture traditionnelle africaine. Et les arbres aussi, on commence à en planter quelques-uns. Et ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de retrouver les variétés d'arbres fruitiers ancestrales ou qui ne sont plus utilisés ou qui ne sont pas utilisés commercialement et qui sont assez rares ou qui ont des usages médicinaux ou voire même décoratifs ou en tout cas dont on ne connaît pas encore l'usage, qu'on pourrait remettre et planter de façon à avoir une forêt assez variée et qui puisse ben, à moyen terme, c'est-à-dire d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, avoir des fruits et des choses qui pourraient nous nourrir de façon naturelle. Donc ça, c'est pour l'aspect forêt comestible et permaculture. Un autre aspect, ben moi, j'ai l'intention d'avoir des enfants et je me passionne donc, j'ai l'intention de leur offrir l'éducation qui soit à la mesure de ce que j'ai envie de leur offrir. Et donc, je me renseigne sur l'éducation bienveillante, la communication non violente et ces choses-là. Et quand je suis ici en Europe, bien, j'offre ce que je pourrais appeler du babysitting subtil, c'est-à-dire une forme de gardiennage des enfants avec un aspect plus ludique, plus ouvert sur leur imagination qui leur permettent d'exprimer leur perception subtile sans avoir, disons, des adultes qui leur disent non, c'est dans ta tête seulement, et donc avoir une forme d'avoir la possibilité d'avoir des adultes de référence qui leur permettent de discuter de ça avec eux et de jouer de ça avec eux de façon, ouais, de façon fun et, et conviviale. Et j'aime aussi beaucoup enseigner. J'étais formateur avant de prendre ma retraite à 33 ans. Et Ça aussi, hein, c'était pas envisageable avant. ouais. Bon, ça s'appelle pas retraite En point fait, de tu vue de étais l'État, mais sportif de haut moi, niveau, c'est ça? oui, j'étais sportif de haut niveau. Sportif du subtil. Tu mettras Et ça donc, sur ta, ouais, sur ta carte de mais visite. ça reste une étiquette. Mais sportif du subtil, pourquoi pas, hein. Et donc, ben, ce que je me suis rendu compte quand je donnais des formations, c'est qu'il y a un aspect de l'enseignement qu'on a tendance à oublier en fait. On considère l'enseignement comme une machine à mettre des connaissances ou à permettre aux gens de développer leurs compétences, mais finalement, ce qui permet aux personnes de plus développer leurs compétences, c'est de regagner la confiance en eux-mêmes et la confiance qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes et retrouver ces choses-là par eux-mêmes et sans avoir, enfin, en se passant progressivement d'un formateur. Donc, je me suis rendu compte que finalement, ce qui avait le plus d'impact, c'était pas forcément de donner des connaissances, mais c'était de donner la confiance aux gens qui puissent trouver les connaissances par eux-mêmes et qui puissent se débrouiller dans les choses où ils s'étaient mis des étiquettes, par exemple, je suis nul en informatique ou je trouverai jamais de travail ou des trucs comme ça, et de voir qu'en fait l'aspect
empowerment ou on va dire estime de soi est quelque chose de vraiment primordial dans ma vision de l'éducation. Moi, je pense que l'enseignant ou l'éducateur ou le parent au sens large, c'est un jardinier. En fait, c'est quelqu'un à qui on a confié une graine et son plus important travail, c'est de tout faire pour que cette graine, non seulement elle s'épanouisse, mais elle développe, je trouve pas, j'ai l'image, mais je trouve pas le mot, qu'elle déploie son potentiel, parce que comme tu disais, en fait, la plupart des choses, elles sont déjà là. Donc, il va arroser la graine, il va la mettre au soleil, il va empêcher que les choses qui pourraient l'abîmer ou la détruire, comme les parasites, les trucs envahissants, enfin les choses qui pourraient l'étouffer, la détruisent. Mais en fait, il crée rien. Il est juste là pour accompagner un processus qui est déjà là, pour moi, c'est comme un enfant, c'est comme si on avait déjà le kit, tout est complet, tout est déjà dedans. En fait, il y a juste à laisser cette sorte de merveille se déplier. C'est comme un truc fractal, tu vois, qui va se je trouve pas mes mots, qui va se déployer, qui va déployer sa magnificence, voilà. Et le mieux qu'il puisse faire, je crois, c'est justement de pas étouffer, de pas se poser comme celui qui sait et qui va complètement enfermé, puisqu'on parlait de cases et d'étiquettes, qui va, comme si tu avais un arbre et que tu le plantais dans une toute petite cour, tu vois, tu peux, si tu sais que t'as un séquoia, et ben tu vas pas le planter dans une mini cour où il y a jamais de lumière, tu vas le planter dans un endroit où vraiment il va pouvoir s'expanser, prendre toute sa place. Et voilà, je pense que le rôle d'un parent ou d'un éducateur, c'est ça. Ben, effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup faire quand une question se pose, c'est-à-dire, c'est de pas dire je sais, c'est de dire, OK, on va regarder ensemble comment on pourrait trouver la réponse à cette question. On va voir quels sont les outils à notre disposition pour chercher, comment vérifier, comment voir est-ce que ça a fonctionné ou pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai tout le temps, est-ce qu'on est d'accord que ça soit vrai, etc. Mais comme tu le disais, de toute façon, il y a de plus en plus d'enfants qui sont comme ça, qui ne vont même pas se laisser couler dans cette espèce de moule où on essaye de les mettre. Et si c'est vrai que ça génère pour certains beaucoup de souffrance parce qu'effectivement, ils sont dans des structures ou dans des formes d'enseignement qui leur sont pas adaptées. Bah là encore, moi je me dis plutôt que de nourrir le réservoir, le monde est pourri et l'enseignement est nul, je regarde aussi tout ce que ça a permis, justement, toutes les nouvelles formes d'éducation qui sont développées, que ça soit à l'intérieur même du système scolaire, que ça soit par les enfants, les familles qui font l'école à la maison. Il y a quand même plein de nouvelles choses qu'on a été obligé de mettre en place aussi dans l'éducation spécialisée pour tous ces enfants qui justement n'entraient pas dans le moule. Donc merci à tous ces enfants de pas entrer dans le moule, d'être venus pour nous montrer à quel point ce moule était dépassé et ne pouvait plus convenir à tout le monde, si tant est qu'il n'est jamais convenu à tout le monde d'ailleurs. Parce que c'est grâce à eux, en fait, c'est grâce à eux qu'on a été obligé de se remettre en question en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute. Et je pense qu'ils sont vraiment, même si, comme je disais, pour certains, ils le payent ou ils l'ont payé très cher, ils sont vraiment venus apporter cette espèce de vent de renouveau. Et je leur dis merci pour ça. Merci aux enfants insoumis. Voilà, merci aux enfants insoumis et merci aussi aux adultes insoumis qui ont eu le courage d'être un peu des précurseurs dans leur domaine et d'essayer de mettre en place des nouvelles choses, de nouvelles pédagogies. Je sais pas, je me dis que les premiers parents qui ont fait le choix de pas scolariser leur enfant, ils ont dû passer pour des fous. Hein. Et encore maintenant, je repense à ce qu'en disait Marion dans la dernière émission sur Famille TV. Autant il y a des pays où c'est passé dans les mœurs, autant en France, par exemple, c'est quelque chose qui reste très marginal, très mal connu et aussi très, très incompris. Donc,
Mais bon, le monde avance. Moi, je vois qu'il y a maintenant dans le système scolaire, entre guillemets, traditionnel, des choses que moi, j'ai vues il y a 10 ans dans le spécialisé où, justement, on était obligé de se remettre en question parce que les méthodes traditionnelles ne fonctionnaient plus. Et que maintenant, on découvre comme des espèces de baguettes magiques, alors que pour moi, c'est pas du tout nouveau. C'est juste que là où on est confronté à la difficulté, là où ça frotte, où il y a cette espèce de résistance des insoumis, eh ben, on va être obligé d'évoluer plus vite. Et je pense que ces résistants, ces rebelles du moule, ils ont ce rôle-là. En fait, pour moi, c'est vraiment des gens, adultes ou enfants, qui sont comme des précurseurs et qui arrivent pour secouer un petit peu les anciennes structures, ce vieux grillage rouillé là, des anciennes structures, et le faire péter, pas forcément dans la violence, mais simplement parce que de toute façon, il commence à être effrité et qu'à force de le secouer, eh ben, il y a un moment où il va tomber en poussière. Ben voilà, en plus, moi, ça me permet parfaitement de rebondir sur un des aspects de ce que je veux faire. C'est effectivement offrir une capacité d'accueil pour ces enfants, disons, insoumis, on va les appeler comme ça, de pouvoir se développer avec plus de possibilités et moins de murs autour d'eux. Donc, ça pourrait prendre la forme d'un jardin d'enfants, en fait, un vrai jardin d'enfants avec des arbres, des fruits, etc. Où ben, déjà offrir ce service-là en Afrique où c'est pas encore très développé. Et moi, ce qui me tiendrait aussi à cœur, c'est d'offrir aux parents qui font l'école à la maison pour leurs enfants, d'avoir la possibilité d'un endroit dans un autre continent où ils puissent découvrir l'interculturalité, un autre climat, d'autres façons de vivre, etc., pour eux-mêmes et pour leurs enfants, et avoir, disons, un espace qui soit prêt à les accueillir dans cette démarche. Tu veux dire créer des échanges intercontinentaux? Ouais, créer des échanges d'enfants intercontinentaux dans un aspect d'éducation bienveillante, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs sur mon projet dont je voudrais parler? Ah oui, moi j'adore l'architecture, la construction, etc. Et ce que j'ai à cœur de faire aussi, c'est de m'auto-former en éco-construction, c'est-à-dire de construire des maisons sur mon terrain. L'avantage, c'est qu'en Ouganda, il n'y a pas d'urbanisme, donc tu peux construire ce que tu veux. Techniquement, des fois, c'est bien de déclarer ta première maison. Donc, tu déclares ta première maison sur ton terrain, puis après, tu construis vraiment ce que tu veux. Et donc, là, je me suis bien amusé à faire des plans d'une maison ronde en forme de sphère, etc. Donc, j'adore dessiner des plans de maisons, de bateaux ou d'autres choses. Et l'éco-construction, en tout cas, c'est-à-dire la construction avec des matériaux locaux et durables. Si possible, éviter le plus que possible le ciment, le béton et des trucs qui impactent l'environnement, pas seulement localement, mais mondialement. Euh, et donc, construire petit à petit une structure d'accueil, déjà de vie pour moi et Marina, et d'accueil pour des gens qui voudraient passer du temps là-bas, se ressourcer, apprendre la permaculture ou passer du bon temps en Afrique et découvrir que la vie n'est pas seulement une suite de stress et d'activités jusqu'à perdre son souffle. Donc retrouver un peu l'aspect cool que peut offrir l'Afrique et ses habitants. Voilà. Et à terme, peut-être faire des formations, des ateliers là-bas sur place, mais on va voir à quelle vitesse je construis là-bas. Et qu'est-ce que je fais aussi je vais parler un peu, je vais emboucher sur mes projets en Europe. Parce qu'évidemment, en Afrique, bien pour pouvoir développer les idées, je vais avoir besoin de sous-sous pour construire les maisons, pour assembler les bâtiments, les gens, et puis pour un peu faire fonctionner l'économie sur place.
Et donc, ici, je me vois bien donner des ateliers ou surtout pour commencer, peut-être aider des gens qui ont envie de développer un atelier ici. Moi, j'ai pas mal de capacités en soutien logistique et voire émotionnel et même psychique pour des activités, c'est-à-dire que je sais très bien cuisiner, acheter à manger ou cuisiner pour un grand nombre de personnes, m'occuper du logement, de certains aspects des réservations, d'acheminer les personnes sur place s'ils viennent en train ou en transport en commun, de choses comme ça. Et voilà, ça c'est une façon de faire que j'envisage pour gagner un peu d'argent et pour pouvoir développer mes projets en Afrique. Il y a des tas d'autres choses que je sais faire, donc je vais un peu citer plif-plof tout ce que je peux faire. Travailler dans l'agriculture ou aider au jardin, ça j'aime bien faire. L'éducation, le suivi des enfants, l'animation. Euh, je sais faire pas mal de choses avec des ordinateurs. Donc là, j'ai passé 2 semaines à aider une amie à vendre des choses sur Internet. Elle devait un peu se désencombrer. Donc, je lui ai aidé à poster les annonces, prendre les photos, rédiger ça, lui expliquer comment pouvoir le faire par elle-même progressivement. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Bah, en fait, on comprend pourquoi toi non plus, tu pouvais pas mettre d'étiquette sur ta carte de visite parce que tu es aussi très polytalentueux, comme je nous appelle, Oui, c'est ça. et comme on est de plus en plus à l'être Multipotentiel. d'ailleurs. Puis je voulais te lire un commentaire de Richard, puisque tu parlais de ton intérêt pour l'architecture et des plans de maison, et il te dit que les Barbapapa peuvent aussi être une bonne inspiration pour l'architecture. Donc je ne sais pas Ok. si c'est parce que tu parlais des maisons rondes et que les Barbapapa ont des formes très rondes, mais il te parle de maisons en forme de Barbapapa. Eh bien, je ne connaissais pas et je suis content de pouvoir découvrir ça. Tu connais pas les Barbapapa? Non, je connais les Barbapapa. Enfin, et encore, pas beaucoup, hein, parce que enfin, j'étais c'est un peu avant ma génération, je dirais. Oui, c'est plus la mienne. Mais je savais pas qu'il y avait des maisons Barbapapa. Non, ils disent que c'est une source d'inspiration, que ça peut être une source d'inspiration. Je pense qu'en fait, ils t'invitent à construire des maisons en forme de Barbapapa. Ok, why not? Effectivement, ce qui est bien, c'est que l'éco-construction, avec certains matériaux comme l'adobe ou la terre, etc., permet, et le bois tressé, permet de faire des constructions avec des formes vraiment rondes, arrondies, etc., ce qu'on ne peut pas faire avec des briques ou pas aussi facilement en tout cas. Mais écoute, je vois qu'on est déjà à 1h 3 quarts d'émission. On avait dit qu'on essaierait de pas dépasser 1h30. Donc, je Ouais, vais voilà. te laisser le mot de la fin. De toute façon, il y a plus de questions. Moi, je dirais simplement que grâce à toi, j'ai aussi pu faire tomber une étiquette ou un préjugé que j'avais à propos de l'Afrique. C'est vrai que j'imaginais que tous les gens en Afrique étaient tellement occupés à gérer des situations de survie, justement à cause de cette image de l'Afrique qui est véhiculée par ces fameux médias que je ne regarde plus, mais qui m'ont tellement intoxiqué que même sans les regarder depuis 10 ans, tu vois, il me reste des imprégnations comme ça. Donc du coup, je pensais pas qu'en Afrique, il y avait des gens qui avaient le temps de s'intéresser à la permaculture, à l'éducation bienveillante. Voilà, je pensais qu'en fait, ils étaient tous dans une espèce de survie pour trouver financièrement comment s'en sortir et que du coup, ils n'avaient pas tellement ni l'intérêt, ni le temps, ni l'énergie disponible pour tout ça. Et je trouve que tu es super, que justement, c'est super que tu arrives comme une passerelle, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces trésors qu'on a la chance d'avoir en Occident et qu'à mon sens, on a pour les partager avec ceux qui ont peut-être pas au moins accès. Ben, je trouve que c'est super que sur des terrains comme cela, tu aies réussi à créer des passerelles avec un continent comme l'Afrique, et qu'au passage, tu aies réussi à dégommer cette cloison, cette fausse croyance que j'avais à propos de l'Afrique. Voilà, et puis je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'émission. Ben voilà, ça me donne deux, trois idées pour clôturer l'émission. Déjà, oui, Non, on veut pas de effectivement. clôture, en fait, Non, pour pour, ouverturer l'émission.
Oui, pour ouvrir l'émission à l'infini Voilà, et au-delà. et au-delà. Cloup, cloup, cloup. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'étais aussi assez surpris parce que ces préjugés-là, je les avais un petit peu avant d'aller en Afrique. Bon, moi, j'ai été en Afrique assez souvent depuis 2008, donc il y a pas mal de choses qui se sont déconstruites. Et quand je parlais avec des gens en Afrique de mes projets, des choses alternatives, etc., on a discuté aussi de la communication au sein du couple et du bien vivre entre amoureux et entre mari et femme et des aspects de la communication en général. Ben, il y avait beaucoup d'enthousiasme pour découvrir ça et pour explorer de nouveaux champs du développement en fait. Et je pense que c'est très intéressant de faire le voyage en Afrique pour justement se confronter à nos préjugés et qu'est-ce qu'on croit sur les Africains, qu'est-ce qu'on va vivre, quels préjugés vont se vérifier ou pas, ou quelles sont nos croyances. Et ce que j'ai remarqué quand j'accueillais des gens en Afrique dans une attitude un peu plus de développement personnel, c'est qu'il y a vraiment un travail qui se fait assez rapidement et pour une grande part dans l'inconscient et pour une aussi certaine part dont on peut discuter, ce que j'adore discuter avec mes invités dans le conscient, dans ce qu'on se rend compte, Moi aussi. c'est sur ce qu'on déconstruit comme croyance sur les Africains, sur le racisme, sur la discrimination positive des Blancs ou négative des Blancs, sur l'aspect blanc-noir, etc. Enfin, et ça nous fait vivre une forme de travail intérieur qui se passe juste en accéléré quand on est sur place, en fait. Les énergies de l'endroit, des sources du Nil, du lac Victoria, etc., sont assez chouettes et assez intenses pour les personnes qui sont sensibles aux énergies. C'est quand même quelque chose d'assez tourbillonnant, on va dire, et d'assez nettoyant. Et aller nager dans le Nil ou moi j'aime bien les trucs aussi un peu fun. J'ai fait du rafting 2 fois sur le Nil. Ça, en plus des sensations fortes, ben d'aller explorer les eaux tourbillonnantes du Nil aussi. C'est quelque chose de chouette. Et voilà, ça va me permettre euh, de vous dire au revoir sur un truc que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup partager, c'est aller explorer l'aspect attrayant de vos peurs, c'est-à-dire les choses qui vous font un peu beaucoup peur et en même temps qui vous attirent. Donc, allez voir quel est le trésor qui se cache derrière ça et de le faire consciemment, mais des fois aussi en étant présent à des situations qui nous font traverser des choses qui ne sont pas forcément conscientes, mais qui nous apportent aussi un bien-être et une meilleure harmonie de nous-mêmes. Une fois qu'on a dépassé un peu nos peurs ou nos peurs de l'autre, ou de la différence ou de l'inconnu. Voilà. Merci Rémi. Bah, écoute, moi je fais le vœu que cette émission aide à déconstruire encore quelques croyances pour qu'on aille de plus en plus vers l'architecture Barba-Papa, aussi, aussi à l'intérieur des gens, que ça soit un peu moins carré à l'intérieur d'eux. Merci à tous les gens qui étaient avec nous côté public, Willy, Lali, Richard, pardon si j'en oublie, ta maman, je ne sais plus son prénom, C'est Catherine. Voilà, Catherine qui était là aussi, et tous ceux qui peut-être étaient là et se sont pas manifestés par écrit, pour votre participation active par écrit et aussi pour vos présences, parce que Rémi et moi, je sais qu'on est sensible et on ressent ce genre de choses. Et il y avait de très belles personnes avec nous aujourd'hui. C'était vraiment une belle émission. Et du coup, je suis contente, Rémi, que ce soit avec toi qu'on l'ait faite. Oui, moi aussi, je veux remercier ceux qui étaient là présents en direct et tous ceux qui vont voir ces vidéos par après.
Ben, vous êtes des gens géniaux et je vous aime beaucoup. Alors là, je peux rien ajouter de plus. Bye bye. Bye bye. Et j'avais mis dans les commentaires et bisous noursiquement vôtre. Voilà.